voilà avec un contrat de 3 ans donc qui a été signé en 71, donc qui commençait vraiment début 72. J'ai été donc détaché pour 3 ans du CNRS, donc allant jusqu'en 74. Et puis a commencé une nouvelle vie, entrecoupée néanmoins de terrain. Je revenais d'Igloolik avec ma vie scientifique basculait, c'est-à-dire que alors que depuis près de 10 ans, j'allais chaque année dans le Nunavik et même on faisait tous les villages avec Louis-Jacques, avec Geneviève Malgrange, etc. C'était fou. Un travail, et puis surtout, point de vue logistique, il n'y avait pas vraiment de compagnie aérienne régulière, donc c'était en canot, en Peterhead, en hydravion, en traîneau à chien l'hiver. Cet horizon nouveau, c'était un endroit fabuleux où tout ce que j'avais esquissé à partir des témoignages des aînés dans le Nunavik, donc la grande enquête de généalogie qui fournit maintenant la base de données essentielle d'Avatar, qui continue, la toponymie. On avait recueilli quand même près de 4000 toponymes, dont 600 ont été adoptés par la Commission de géographie de Québec. Donc c'était bien avant que Müller-Villers fasse son enquête avec des fonds allemands. Et surtout, on avait prévu à ce moment-là une extension du projet qui était les commentaires sur les toponymes. Mythes, récits, qui campait là, si c'était un camp d'été. Bref, tout ça est archivé, mais n'a jamais fait l'objet d'une suite. Et récemment, c'est le Nunavut, par exemple, qui a fait appel à moi et à la Commission de géographie de Québec pour avoir une copie de ce qui a été fait aux îles Belcher, où une équipe du Nunavut devait aller faire justement une enquête de toponymie. Et donc, je leur ai donné accès à ça, et donc la demande devient de plus en plus grande. Des données qui datent fin des années 60, maintenant, prennent une valeur tout à fait incroyable pour les nouvelles générations, et même pour étudier historiquement l'évolution éventuelle de cette toponymie. Alors, je décide de concentrer toutes mes recherches sur Igloolik. Igloolik, sa région, et bon, éventuellement quelques sauts à Iqaluit, à Cape Dorset, à ce que j'ai fait, puis un peu plus tard à Clyde River, Kangertugapik, où là encore, ponctuel pour recueillir à Cape Dorset, j'ai pu interviewer Pita Pitsiolak, et qui m'a raconté lui aussi sa naissance, donc bien avant que Dorothy Heber aille faire sa biographie là-bas, donc j'ai tout ça. J'avais trouvé des anciens de Kangersujuaq qui vivaient à Cape Dorset et qui m'ont parlé d'avant l'avenue des Blancs. Ils avaient soit des souvenirs de leur arrivée à Kangersujuaq en 1910, quand Révillon est venu s'installer. Et bref, j'ai compris qu'il fallait souvent aller ailleurs pour entendre parler d'un village, et qu'on parlait beaucoup plus facilement quand on était parfois même à 500 km de là, mais des gens qui étaient originaires d'un village pouvaient parler de ce village d'origine avec beaucoup plus de facilité et de connaissance que les gens qui y vivent maintenant. Donc on oublie souvent que cette population inuite est mouvante et qu'avec la création des comptoirs, la crise économique, etc., il y a eu des déplacements de population parfois considérables. Et que ce que Lyon a trouvé à Igloolik en 1822, quand on voit la liste des gens qui nomment, ben ces noms-là, on les retrouve maintenant à Rankin Inlet ou à Repulse Bay. Sans doute qu'ils ont suivi les Blancs, ils sont habitués aux Blancs, et puis ils ont été dans les endroits où les Blancs s'installaient en premier. Et ce sont maintenant des communautés nouvelles. Donc, Igloolik. Alors, aussitôt, je me mets en contact. Moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'aller filmer Ouyarak, chantant ce chant de chaman où il montre que l'igloo, c'est le cosmos.
un chaman qui était handicapé, qui ne pouvait pas aller sur les terrains de chasse. Eh bien, l'igloo, il le transforme en le cosmos. La vitre, c'est le soleil. L'entrée un peu blafarde de l'igloo, quand elle est ouverte, c'est la lune. Le petit trou de la petite cheminée d'aération en glace, c'est une étoile. Bref, et puis la voûte de l'igloo, c'est la voûte céleste. Et donc, l'univers est réduit à l'échelle de l'igloo. Et j'avais de l'autre côté les récits d'Ira de York, comment l'utérus est conçu comme un petit igloo, avec une entrée où parfois apparaît un chien à la bouche fendue verticalement, etc. Et donc, je mets ensemble ce modèle. Je dis, il faut que je filme ces entrevues et je vais voir le service de l'audiovisuel. Le directeur me reçoit à bras ouverts, ravi d'avoir un prof qui se passionne de cinéma, qui lui-même a fait des films, car j'en avais fait au Nunavik, pas avec le son, mais avec l'image, sur la fabrication des vêtements en peau de canard d'air, sur la construction d'un kayak et sa couverture, sur toutes sortes de récits, de thèmes qui alliaient la technologie. J'avais en même temps découvert ce site de pétroglyphes à Krayartalik, donc qui avait fait l'objet de moulages que j'avais fait pour le musée national à Ottawa. Et donc tout ça m'impliquait et dans la culture matérielle et dans le symbolique, le tout dans une approche globale. Il m'accueille et on décide ensemble que d'abord on va travailler sur Igloolik. Il me promet de m'envoyer dès l'été suivant une équipe de service de l'audiovisuel, une équipe de 3 personnes au moins, caméraman, preneur de son et un 3e pour aider aussi à la logistique, etc. Et ça, j'ai été ravi. Et ça m'a encouragé, dans les 3 années qui ont suivi, à construire, au fur et à mesure qu'on tournait à Igloolik, on a tourné Ira de York, on a tourné le mythe d'Wini Gumashwitok, la fille qui ne voulait pas se marier, on a filmé, ça s'est fait après. Mais j'ai continué après, j'avais de l'équipement en son synchrone. La construction d'une maison semi-souterraine, il y a eu près de 2 heures de filmage de fait en 16 mm avec le son. Il y a eu la chasse au caribou, il y a eu le travail des peaux, il y a eu d'autres récits, et tout ça constitue une base de données formidable. Il y a à peu près 35 films en tout, que Patrimoine Canada vient de lui donner, enfin il y a 2 ans, la plus grande subvention de cette année-là, via Avatar, l'Institut culturel, pour le faire numériser par Ishuma, ceux qui ont produit Atanarjuat, auquel j'avais contribué, j'entends comme conseiller, etc., pour en faire des modules pédagogiques avec commentaires, avec illustrés, soit par des cahiers à dessin collectés au Nunavik, des mythes illustrés, les photos prises de technologie, etc. Tout ce qui peut transformer ça en outils pédagogiques en français, en anglais, en inuktitut, aussi bien dans des institutions du Sud que du Nord. Alors donc, je suis un peu dépassé par tout ça, donc j'essaye de répondre à la demande, et à chaque fois, pour des films qui n'ont pas été tournés en synchrone, on m'enregistre commentant les images, puisque je les ai tournées la plupart du temps. Et ça, c'est une très longue histoire donc de rapport ethnologie-film qui remonte à mon premier hiver à Croix-Artac en 1956, où Jean Rouche, que j'ai connu à la Société des explorateurs et voyageurs français, présidait un comité et m'avait attribué le prix Connaissance du Monde pour ce petit film de 21 minutes, alors que j'avais emporté
10 bobines de 3 minutes. Je ne pouvais pas filmer plus de 30 minutes et on en a tiré 21 minutes. Bon, je ne sais pas comment j'ai pu faire tout ça, mais intuitivement, bon, j'ai trouvé des angles de prise de vue, etc. J'avais une caméra à tourelle, à 3 objectifs, et puis un zoom aussi, les premiers zooms qui gelaient très vite. Bref, j'ai cru à ça comme outil, et comme outil pour le non-verbal, la physionomie, entendre la personne qui raconte, voir son visage, ses expressions, sa gestuelle, et on attache de plus en plus d'importance à tout ça dans la communication et l'analyse même des messages. Alors, à partir de là, on a développé avec l'audiovisuel, le service de pédagogie universitaire à Laval, le premier cours par module, à base d'audiovisuel. À chaque cours, il y avait un document filmé, soit ces films-là, soit des films qu'on a tournés à Québec avec les 3 ou 4 Inuits qui ont été à l'emploi en même temps par le programme du fédéral aide à l'emploi. Eux payaient le voyage et une bonne partie du salaire et on complétait avec les projets de recherche. On a eu à un moment donné, je pense 4, on a eu Léa Idlaout d'Argencourt, on a eu Jimmy Idnarolik Marc du Nunavik, et puis on a eu Joe Ataguta Alouk et sa femme, on a eu Bernadette Imaruitor, on a eu... Et la demande était très grande, il y en avait d'autres qui désiraient venir passer un an. Enfin bref, ça a été une belle aventure. Et puis, on a eu ce nouveau département, car on a complètement établi des nouvelles bases avec des assemblées générales où tout le monde participait, une semaine anthropologique chaque année où on présentait les résultats des recherches, on s'ouvrait à la communauté des autres disciplines, aux autochtones, et donc la présence autochtone a commencé à ce moment-là. Et puis, la participation des étudiants, les comités se sont constitués, pédagogiques, conseils de laboratoire, chaque équipe a pris un peu un nom. Nous, le groupe Inuit, on s'est appelé l'équipe Inuksiutit, qui veut dire ce qui concerne les Inuits, et très vite, les organisations autochtones comme la Northern Quebec Inuit Association nous a sollicité. Ils négociaient avec les gouvernements quel serait leur territoire. Alors les gouvernements voulaient leur en donner le moins possible et ils savaient qu'on avait fait une enquête sur les lignes de trappe, les lignes de traîneau, de kayak, la toponymie, les villages occupés, les camps de chasse, etc. Et pour eux, c'était extrêmement précieux. Et on a pu prouver qu'ils occupaient tout le Nunavik de maintenant. Et grâce à ça, ils arrivaient avec des documents, des cartes qui ont été faites. Et ils nous ont dit, mais écoutez, faire un contrat avec l'université pour mettre tout ça, le rendre accessible, ça ne nous plaît pas beaucoup. Les objectifs de l'université ne sont pas les nôtres, donc il y avait une méfiance. Ils ont dit créer une organisation sans but lucratif dont les objectifs seront acceptables par nous. Et alors on a créé l'association Inuksiutit, incorporée au fédéral, sans but lucratif, qui est même maintenant reconnue comme organisme de charité, dont les objectifs sont l'étude et la promotion de la langue, de la culture et de la société inuite. Donc, on leur a traduit en langue inuite et ils ont signé un contrat aussitôt et ils ont gagné pratiquement toutes les revendications qu'ils avaient faites. Donc, et on leur a après ça proposé même une revue en langue inuite à partir des banques de données qu'on avait recueillies, des photos historiques, on avait collecté un peu partout à la province, au fédéral, toutes les premières photos anciennes, et puis on en avait pris beaucoup dans tous les villages où on allait. Bref, on a fait une maquette et qui s'appelait, je pense, Inuksiutit aussi, enfin, et avec une section toponymie, une section généalogie, une section mythe, une section technologie, donc un schéma de vêtements, des photos historiques, des photos récentes, et on leur a soumis et on a eu une lettre magnifique de Charlie Watt, qui était le président de cette association,
Northern Quebec Inuit Association, disant mais je rêve de voir cette revue dans toutes les familles et même les chiens avec les vieux numéros, etc., qu'il y en ait partout au Nunavik. Alors évidemment, après, il y a eu l'entente de la baie James, il y a eu, bref, des développements politiques, il y a eu l'entente, la création de Makivik, qui maintenant se prononce bien Makivik, et la naissance d'Avatar. Et Avatar, dans le fond, a repris le projet, et Tumivut, la revue qu'ils ont éditée, et dans laquelle ils ont fait appel très souvent à nos banques de données, a repris cette idée de publication en langue inuite, et maintenant c'est nous qui collaborons à leur demande à des ouvrages collectifs ou des ouvrages, des manuscrits imprimés, le roman de Sanark, ou même des thèses faites par nous mais qu'on rend accessibles au plus grand nombre et qui peuvent éditer en français, en anglais, en inuktitut. Alors ce cours a donné l'objet d'un grand cours ethnologie des Inuits, ouvert à tout le campus et à toutes les disciplines. Et il y a eu souvent plus de 300 étudiants qui y venaient. Donc l'audiovisuel était présent, les services pédagogiques aussi, pour le contrôle des connaissances. Donc on s'est initié, nous aussi, aux règles éducatives pour des grands nombres comme ça. Et il a fonctionné pendant plusieurs années, y compris quand même, moi, j'ai été après en détachement pour la recherche au Nord. Des assistants ont pu gérer, et à un moment donné, il y avait 3 ou 4 assistants qui géraient le cours à partir de tous les contenus qu'on avait préparés et de toute l'approche pédagogique, contrôle des connaissances, etc. Donc ça a été une innovation. Malheureusement, au bout de quelques années, je me souviens plus quand, le service de l'audiovisuel a été supprimé à Laval, cause restrictions budgétaires, de la même façon que le musée de l'université, un très beau musée polyvalent, où j'avais été sollicité par monsieur Desgagnés, qui était le premier directeur, pour faire une section sur les Inuits, et même l'université a acquis un certain nombre, une sculpture d'Igloolik qui représente une séance chamanique, qui appartient à l'université, le manteau de chaman, le seul manteau, enfin la réplique qu'ils ont acheté, et qui a permis de payer les couseuses qui l'ont cousu au Nord. Et tout ça est à Laval. Alors, toute la collection que j'avais accumulée personnellement, j'avais fait construire par Laval une chambre froide qui a servi à la conserver pendant 30 ans, et puis à l'utiliser à des fins pédagogiques. On faisait des séminaires au 7e étage, on pouvait montrer un arc, etc. Bref, tout ça est entreposé dans les réserves maintenant des collections ethnographiques de Laval, en attente d'une cession à l'université de la collection. On me promet, l'évaluateur qui depuis 3 ans travaille, il y a 600 pages, le rapport avec les photos qui illustrent tout ça, et tant qu'il n'est pas évalué, l'université ne peut pas accepter ce don. Alors on me promet que c'est sur le point d'être achevé, et tout ça avec la cession de tous les originaux des films qui sont maintenant numérisés en haute définition et en même temps nettoyés, etc., va faire qu'à Laval, on va avoir une banque fantastique de données, incluant la culture matérielle, des films sur la représentation du monde, sur des techniques difficiles à décrire quand on les observe, fabrication d'une tente en peau de phoque, d'une maison semi-souterraine, etc. Alors, tout ça est quelque chose donc, qui a existé, qui est très fort, dont on a maintenant le produit, et qui devrait permettre, dans ce renouveau que la faculté connaît, avec ses grands projets, y compris d'avoir un pavillon pour les études nordiques, la cession à l'université de la revue Études Inuites que l'association Inuksitut possédait, avait créée. Donc,
là encore, le travail, j'allais dire, de la société civile, que sont ces petites associations sans but lucratif, et d'institutions académiques est précieux, parce que toutes les initiatives sont parties de la société civile. Il a fallu qu'on crée cette association pour créer, et bénévolement, les gens qui ont participé, et il y a eu des présidents, des vice-présidents qui étaient étudiants à certains moments de l'association, et ça créait chez les étudiants une dynamique qui correspondait à leurs aspirations de 68. Donc on peut dire que on récolte les fruits maintenant. On a fait récemment une réunion des tout premiers étudiants, pour la première fois depuis 30 ans. Il y en a qu'on ne s'était pas revu avec certains, et on découvre que certains sont devenus des personnalités éminentes. Je pense à Rose Dufour, je pense à Michel Audette, professeur émérite à la retraite, lui aussi. Et donc, et le souci chez eux de renouer ces liens que sans doute la 19e conférence inuite, d'études inuites en 2014, qui va fêter les 40 ans d'Inuksiatit, va célébrer, et tous ont manifesté le souhait d'y être et de renouer ces liens, de les resserrer, surtout quand on voit que parfois même la survie de nos institutions sont en jeu, que ce soit le département, la revue d'études inuites, les groupes de recherche, et qu'on a besoin de cette historicité, de cette profondeur et de cette approche collective de la science, de la recherche, de l'éducation, de la transmission du savoir et des liens avec les autochtones. Et donc ça nous conduit, 74, grâce sur le conseil de Léon Dion de Sciences Politiques, qui appartenait au jury de Killam, enfin qui venait de le quitter à ce moment-là, me dit « mais on a besoin de jeunes chercheurs ». J'étais jeune à ce moment-là. À Killam, ce n'est pas seulement réservé aux gens qui prennent leur retraite et qui ont derrière eux déjà toute leur vie. On veut encourager des recherches dynamiques. Et alors il m'a poussé à faire une demande, allant dans le cœur de mes travaux, donc une approche de la cosmologie inuite qui insère la reproduction de la vie, la reproduction matérielle des conditions d'existence, la chasse, la mythologie, etc., dans un même modèle qui correspondait à mes dernières hypothèses présentées chez Lévi-Strauss et fortement encouragées par Lévi-Strauss pour aller dans ce sens. Au point que, en 1974, donc j'ai démissionné du CNRS, on m'a proposé à ce moment-là de prendre à l'école pratique des hautes études la chaire de Evelyne Lotfalk, avec qui j'avais fait ma thèse de doctorat, et où j'avais été un des premiers étudiants. On était 4 étudiants aussi au départ. Et puis, bon, j'ai proposé à l'école des hautes études, je leur ai demandé s'il y aurait moyen de couper la poire en deux, que je puisse concentrer mes enseignements là-bas sur 6 mois et passer l'autre 6 mois à Laval. Je ne pouvais pas lâcher comme ça tout ce que j'avais contribué à mettre sur pied. Et ils avaient eu une très mauvaise expérience avec Guy Stresser-Péan un certain nombre d'années auparavant, qui avait été élu sans dire qu'on lui offrait un poste de directeur de l'Institut français au Mexique, et que du coup, c'était quelque part politique et on ne pouvait plus lui supprimer son poste, qui a été bloqué pendant un certain nombre d'années, et du coup, il ne voulait pas renouveler cette expérience. Donc, j'ai renoncé, et je suis très heureux que ma collègue Roberta Maillon, on était étudiants ensemble, d'Evelyne Lotfalk, ait eu cette chaire. Et par la suite, avec Laval, elle a développé des liens, m'a invité une année complète comme directeur d'études associées lorsque j'ai pris une année sans solde dans les années 80. Et puis plus tard, elle nous a invités, Jean-Jacques Chalifou et moi, pour une période plus courte chacun, à collaborer avec son équipe. Et elle nous a envoyé des chercheurs au GETIC et au Sierra par la suite. Donc les liens sont très forts avec ces équipes.